tous pour cette rencontre. Donc le thème, c'est les clés pour préparer l'audit de renouvellement Calliope. Donc un enjeu qui est extrêmement fort aujourd'hui dans le paysage des acteurs de la formation. L'objectif de cette rencontre, c'est de comprendre les enjeux de l'audit, parce qu'on est bien sur comment pouvoir préparer la suite en termes de qualité. Comprendre aussi les démarches et les méthodologies à mettre en œuvre pour conduire son audit de qualité et les points de vigilance. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par Alexa Rousseau qui est accompagnatrice et auditrice Calliope et qui est fondatrice de la structure Veille Formation. Alexa Rousseau nous avait accompagnés aussi sur une première rencontre sur construire sa veille dans le cadre de la démarche Calliope. Nous avons aussi la possibilité, en tout cas, elle nous est offerte de poser des questions et puis on a aussi un chat. On aura deux démarches, soit on essaye de répondre en direct et au mieux sans interrompre la rencontre et l'intervention d'Alexa, soit on traitera ultérieurement les questions et on vous apportera les réponses. En tout cas, mille merci d'être aussi nombreux pour cette rencontre qui est pour moi ma dernière rencontre parce que je suis à la retraite le 30 juin de cette année, donc il me reste plus officiellement que 3 jours. Donc on essaiera de continuer quand même malgré toutes ces thématiques autour de la qualité qui est une question qui est extrêmement intéressante et importante pour les organismes de formation. Maintenant, je laisse la main à Alexa et puis belle rencontre à nous tous. À très bientôt. Merci Pascal et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire qui j'espère va vous passionner. Alors vous allez me dire difficile peut-être d'être passionné par ce type de sujet, mais écoutez, c'est le challenge que nous nous sommes fixés. Donc, nous allons partir ensemble à la découverte de ce qu'est un audit de renouvellement Calliope. Et avant toute chose, peut-être parce que c'est quelque chose que vous allez découvrir, j'aimerais vous présenter la philosophie de Calliope. Parce que pour bon nombre de personnes qui passent cette certification, Calliope reste un tas d'indicateurs, de critères et d'indicateurs qui se suivent, qui s'enchaînent plus ou moins bien, qui pour certains semblent répétitifs. Et je dirais que, voilà, peut-être qu'après ce schéma, vous allez changer votre vision des choses. La philosophie de Calliope, en fait, c'est une boucle d'amélioration continue et c'est important de le voir comme tel parce que ce n'est pas justement juste une liste d'indicateurs qui vous sont proposés, c'est bien pour chaque critère un moment, une étape de votre process de formation ou de gestion de votre organisme qu'on vient interroger et qu'on vient rapprocher de ce référentiel et des exigences de ce dernier. Donc, si vous le voyez sur ce schéma, chaque critère correspond à une étape. Donc, le critère 1 correspond aux informations que vous allez délivrer à vos publics, qu'ils soient effectivement des clients déjà existants ou des bénéficiaires ou des prospects. Et donc, ces informations, elles doivent être dans l'indicateur 1 délivrées de façon assez exhaustive et précise, renforcées par l'indicateur 2 et l'indicateur 3. Ces informations vont naître des inscriptions et donc pour concevoir votre formation qui est dans le critère 2, vous allez vous baser sur les besoins et les attentes de vos bénéficiaires et des entreprises qui vous les adressent pour concevoir une formation qui est adéquate et qui est en correspondance avec leurs besoins et leurs attentes, y compris avec un public en situation de handicap. On reviendra sur cette notion-là. Vous allez aussi anticiper des objectifs qui vont correspondre à des évaluations. Vous allez établir un positionnement. Tout ça, c'est dans le critère 2. Une fois que cette conception est réalisée, vous allez mettre en œuvre la formation. Donc là, on est au niveau, effectivement, d'abord de la convocation pour que les personnes soient bien présentes à votre action, mais ensuite, effectivement, de la mise en œuvre concrète. Et là, l'indicateur 10, qui parfois est assez mal compris, se situe bien à ce niveau de mise en œuvre de la formation. C'est-à-dire qu'on a conçu dans le critère 2, à l'indicateur 6, notre formation. Elle est censée être adéquate et en pertinence avec les objectifs et les attentes de nos bénéficiaires. À l'indicateur 10, on vient la challenger
dans la mise en œuvre de la formation? Est-ce qu'elle est toujours aussi pertinente quand on est en face de nos bénéficiaires? Est-ce que les évaluations qu'on propose correspondent bien aux objectifs qu'on avait définis en conception? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait pour garder les personnes engagées dans notre formation? Tout ça, c'est dans le critère 3. Dans le critère 4, on va venir vous demander quels sont les moyens humains, techniques, logistiques que vous mettez en face de vos prestations. Est-ce qu'ils correspondent aux besoins de vos apprenants? Est-ce qu'ils sont pertinents? Donc là, ce critère 4 va s'attacher à vérifier cela. Dans le critère 5, on s'intéresse plus particulièrement aux compétences des personnels, qu'ils soient internes ou externes. Ok, donc là, on va vous demander de définir des critères de recrutement pour ces personnes en adéquation avec vos prestations, de vérifier que les compétences de ces personnes que vous recrutez, elles sont bien réelles, de les mobiliser, ces personnes, et puis, à fréquence régulière, d'évaluer leurs compétences. Vous le remarquez sur le schéma, le critère 6, lui, il se situe au centre. Pourquoi? Parce que dans ce critère 6, il y a la veille. Et la veille, c'est quelque chose qui va venir influer sur l'ensemble de vos process. Donc, vous voyez, les flèches, elles sont un petit peu partout. Tous les critères, toutes les réponses aux critères, en tout cas, pourront être impactés par ce que vous avez trouvé, vous avez exploité dans le cadre de votre veille. Enfin, pour boucler la boucle, on a le recueil des appréciations de nos parties prenantes, que sont nos bénéficiaires, nos intervenants, nos clients entreprises et les financeurs. Et grâce au retour de ces parties prenantes, on va continuer à s'améliorer et donc on repart dans une boucle vertueuse. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement une liste à la Prévert, c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer comme ça parce que si vous arrivez à le voir comme tel, ben vous en ferez un outil de progrès bénéfique pour votre organisme. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, mais ça me tenait à cœur de revenir sur cela. Donc, si on en revient aux différentes phases d'audit, vous avez sans doute toutes et tous passé votre audit initial, j'imagine. Donc, l'audit initial va venir interroger vos process, voir s'ils sont en adéquation avec les exigences du référentiel et est-ce qu'ils favorisent ou non une démarche d'amélioration continue. Donc là, on va venir regarder tous les indicateurs qui vous sont applicables. Puis, l'audit suivant, l'audit de surveillance, est un petit peu différent. Déjà parce que si vous n'étiez pas nouvel entrant en audit initial, on ne va venir auditer qu'une partie des indicateurs qui vous concernent. Et puis parce que cet audit souvent aussi a lieu à distance, à moins que vous n'ayez demandé à ce qu'il soit en présentiel. On passe sur la période Covid qui est un petit peu exceptionnelle, mais voilà, cet audit de surveillance de principe s'effectue à distance. Et l'auditeur va s'attacher à échantillonner vos actions de formation, vérifier que les choses que vous aviez définies en initial, les process que vous aviez définis en initial soient systématiquement déployés dans vos actions. Donc, bien que d'une durée réduite, cet audit, il est assez exigeant puisque finalement, le moindre oubli, le moindre trou dans la raquette et dans la systématisation va coûter une non-conformité. Donc, il ne faut pas négliger effectivement cet audit de surveillance quand bien même il est d'une durée plus réduite. Ok, l'objectif du jour, c'est de parler de l'audit de renouvellement. L'audit de renouvellement vient débuter un nouveau cycle de certification. On est dans l'amélioration continue, justement. On va améliorer et poursuivre ce qu'on a défini dans notre premier cycle. Et c'est ce que j'ai appelé l'audit de la maturité. Puisque là, vous maîtrisez maintenant les indicateurs Calliope. Vous avez déjà passé 2 audits. Donc, forcément, le regard de l'auditeur, même s'il reste objectif, va être peut-être un peu plus exigeant. Il va venir s'assurer que votre organisme continue de respecter les exigences du référentiel, certes, mais peut-être aussi qu'il a bien compris ce qu'était une démarche d'amélioration continue et qu'elle est bien intégrée à sa façon de fonctionner.
Donc, il va vérifier à nouveau l'intégralité des indicateurs qui vous concernent et vérifier la conformité de vos process vis-à-vis de ces indicateurs. Il va aussi procéder à un échantillonnage dans le cadre de vos actions. Il va choisir les actions qui sont les plus représentatives de votre activité sur la période entre l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement. Représentatives signifie effectivement qu'elles peuvent être soit les plus vendues, les plus commercialisées, soit qu'elles ont représenté, si ce n'est en chiffre d'affaires, le plus grand nombre de bénéficiaires. Soit il va s'attacher à vérifier peut-être les nouvelles formations qui n'étaient pas présentes à votre catalogue ou les nouvelles prestations, puisqu'on ne parle pas que de formation. Il va regarder s'il y a des choses qui sont un petit peu différentes dans ce que vous avez fait sur la période. Donc, voilà, cet échantillonnage doit rester pertinent, c'est ce qu'a rappelé le guide de lecture, doit rester représentatif. Mais en fait, ne vous dites pas, ça va être simplement, effectivement, juste les actions que j'ai le plus commercialisées. C'est aussi les nouvelles actions au catalogue qui peuvent venir être regardées, ou si vous ne faisiez pas de formation certifiante, par exemple, ben on va aussi aller regarder ça, parce que c'est nouveau dans votre démarche, c'est nouveau dans votre processus, donc on va venir regarder si vous avez bien finalement déployé vos process existants dans ces nouveautés. On va aussi s'attacher à vérifier la pertinence des actions correctives que vous avez mises en place si vous avez eu des non-conformités à l'audit précédent, donc à l'audit de surveillance. Et ça, c'est aussi le fondement de Calliope, vérifier que cette démarche, elle est bien comprise et qu'on ne laisse pas perdurer une situation qui n'était pas satisfaisante et qu'au contraire, on va en tirer des conclusions pour s'améliorer. Cet audit, il est obligatoirement sur site. La durée, elle est calculée, on va voir sur le slide suivant, sur un tableau. Hein, ce n'est pas l'organisme certificateur qui le définit, ça a été défini réglementairement parlant. Donc, elle est calculée, cette durée, sur le nombre de catégories que vous présentez, donc action de formation, bilan de compétences, VAE, apprentissage. Vous pouvez en présenter une ou plusieurs. De votre chiffre d'affaires indiqué dans le dernier BPF que vous avez transmis et du nombre de sites si vous êtes multisite. On audite tous les indicateurs, ça je l'ai dit, et en principe, c'est le même auditeur que celui qui avait assuré votre audit initial et votre audit de surveillance qui revient en audit de renouvellement. Je dis en principe parce que malheureusement, certains auditeurs ont aussi changer d'orientation, c'est possible, ou ne travaille plus pour l'organisme certificateur que vous avez choisi. Donc, ce n'est qu'un principe. Ne vous étonnez pas si vous avez un auditeur différent. L'audit de renouvellement, c'est important de le planifier à minima 4 mois avant la date d'échéance de votre certificat. Pourquoi? Parce que si le certificat s'éteint, vous n'avez plus de financement, c'est tout bête. Donc là, au moment où votre certificat actuel va prendre fin, si vous n'avez pas eu le temps de lever les éventuelles non-conformités qui seraient relevées lors de votre audit de renouvellement, vous n'avez plus de certificat et donc pendant un temps plus ou moins long, vous ne pouvez plus faire bénéficier vos clients de financement. Donc anticiper cette date, c'est important. Pour autant, ce n'est pas parce que vous allez passer votre audit de renouvellement même 6 mois avant la date de fin de votre certificat que vous allez raccourcir la durée de votre certificat. Si vous passez votre audit de renouvellement aujourd'hui et que votre certificat courait jusqu'en novembre, le nouveau certificat démarrera bien en novembre. Donc, n'ayez pas peur d'anticiper effectivement le passage de votre audit de renouvellement. Pour rappel, vous vous souvenez, l'audit initial, l'audit de surveillance, fait suite à l'audit initial entre 14 et 22 mois après. L'audit de renouvellement, donc en moyenne, on vous conseille que ce soit 1 an plus tard, voilà, dans cette période-là, en fonction des 14 ou 22 mois. Voilà, en tout cas,
au moins 4 mois avant la fin de votre certificat. Et on débute le cycle 2. Là, sur cette slide, on retrouve la durée des audits Calliope. Je ne vais pas la commenter. De toute façon, le support vous sera transmis, donc vous pourrez à loisir regarder ce tableau si vous le souhaitez. Comment préparer son audit de renouvellement? Alors, je ne vais pas avoir la prétention de vous dire toutes les méthodes ou de vous mettre en garde contre tous les dangers possibles. Maintenant, l'idée, c'est de vous donner quand même quelques éclairages, quelques petites choses qui sont incontournables et à bien connaître. Déjà, ça paraît tout bête, mais combien de fois ce n'est pas le cas et on l'observe en audit? La première chose à faire, c'est de relire, je dis relire pour ne pas dire lire pour certains, le guide de lecture dans sa dernière version. Vous l'avez vu, le guide de lecture n'a pas bougé pendant très longtemps et on a eu à la suite une version 8 et une version 9 qui ont apporté chacune des changements. La version 9, au final, n'apporte des changements que dans le cadre de la sous-traitance et a permis justement aux sous-traitants qui souhaiteraient passer Calliope d'avoir un vrai cadre, un cadre bien mieux défini que dans la précédente version 7. Mais ce qui va vous intéresser surtout, c'est les changements qui sont intervenus dans la version 8 et qui sont toujours présents bien sûr dans la version 9, parce que ceux-là vont avoir sans doute, pour la majorité d'entre vous, une influence sur la façon dont vous allez être audité. Pourquoi? Parce que cette version 8 est venue apporter des précisions qui sont parfois un petit peu cachées si on ne prête pas attention à la formulation des phrases, dans les niveaux attendus, par exemple, dans des nota bene qui n'existaient pas et qui ont été rajoutés, dans des obligations spécifiques, notamment pour les formations certifiantes. Et quand je dis en l'occurrence ici formation certifiante, j'inclus bien, alors que jusque-là, on ne parlait que de RNCP dans Calliope, les obligations spécifiques concernent bien RNCP et RS. Les indicateurs 3, 7 et 16, eux, restent concentrés sur le RNCP uniquement. Mais les obligations spécifiques portent bien sur les deux. Alors, sur cette slide, vous trouverez un lien vers un décryptage que mes équipes et moi avions produit en janvier, qui vous explique indicateur par indicateur tout ce qui a changé. Et ce n'est pas effectivement l'objet de ce webinaire de décrypter ou d'expliquer tous ces changements. En revanche, voilà, vous trouverez dans ce document tout ce dont vous avez besoin pour bien comprendre les impacts en fonction de votre catégorie d'action et les prendre en compte. Se préparer à l'audit de renouvellement, c'est aussi, et c'est très important, faire un point objectif sur vos process. Et ça, on n'attend pas. On le fait dès le passage de l'audit de surveillance, dès après l'audit de surveillance. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas d'ajouter de la complexité à vos process. Au contraire, j'entends très souvent, et souvent à raison, les personnes me dire ça, c'est un administratif très chronophage, ça a complexifié les choses dans notre organisme, et j'entends que ça puisse effectivement être très pesant. L'audit de renouvellement, ça va être l'occasion pour vous, puisque vous avez cette maturité maintenant, de prendre un petit peu de distance et de regarder ce qui, dans vos process existants, est lourd, chronophage, ce qui est inefficace ou partiellement efficace, ce qui peut être arrangé, perfectionné. Voilà. C'est vraiment cette occasion que je vous propose de saisir. Parce que l'idée n'est pas de rajouter des documents, d'avoir un document ou plusieurs documents pour chaque indicateur, si vous pouvez avoir un seul document qui couvre plusieurs indicateurs. Ce n'est pas du tout interdit. Effectivement, on vous propose dans le guide de lecture des exemples de preuves. Ce ne sont que des exemples. L'idée n'est pas surtout d'avoir toute cette collection de preuves par indicateur parce que c'est intenable dans la durée. L'idée, c'est de dire, OK, pour répondre
à l'indicateur et au niveau attendu de l'indicateur et éventuellement effectivement aux nota bene ou aux obligations spécifiques, qu'est-ce que je peux produire comme preuve? C'est un temps nécessaire de réflexion avec vos équipes aussi, qui sont souvent très bien placées parce qu'elles sont dans l'opérationnel pour vous dire, bah, tiens, peut-être ce document-là, si on le couple avec celui-ci, c'est possible parce que ça va nous permettre, prenons un exemple tout à fait concret, rien n'interdit de faire un seul et même document pour recueillir le besoin, les attentes de vos bénéficiaires ainsi que leur positionnement. Si c'est pertinent pour vous, qu'ils répondent à l'indicateur 4 et l'indicateur 8 en même temps ne posera aucune difficulté et aucun problème, au contraire. L'auditeur sera ravi de voir que vous avez réfléchi à ça et repensé vos process. Donc ça, c'est un temps nécessaire. De la même manière, quand vous allez échantillonner vos actions et celles notamment les plus représentatives de votre activité, eh bien vous regardez, est-ce qu'il y a des documents qui manquent? Est-ce qu'il y a des réponses qui sont plus ou moins bien données ou plus ou moins bien collectées? Est-ce que je me suis basée sur le retour de mes équipes ou de mes parties prenantes pour faire évoluer mes process durant la période? Parce que ça aussi, ça va être observé. Et notamment cette partie d'amélioration continue dans le cadre des indicateurs 30, 31 et 32 pèse très lourd dans le renouvellement. Si on pourrait même commencer nos audits par là, parce que c'est toute la démarche et la philosophie du référentiel de voir si on s'est servi de ces retours pour être une meilleure version de son organisme. On y reviendra, mais ça, c'est vraiment très, très, très important. Je fais un petit stop pour demander à mes co-animateurs de vérifier s'il y a des questions qui seraient, parce que je ne peux pas parler, lire et lire les questions en même temps. Donc, s'il y a des questions qui interviennent sur ce que je suis en train de dire, peut-être attirer mon attention là-dessus. Alors, on a eu quelques questions autour des rythmes des différents audits, mais ça a été répondu. D'accord. Et des durées. La réalisation de l'échantillonnage, vous l'avez évoqué aussi. Comment est réalisé l'échantillonnage lors de l'audit de renouvellement? Donc ça, on a évoqué. Oui, je vois une question sur l'année. En fait, l'auditeur, il va se baser sur la période entre votre audit de surveillance et votre audit de renouvellement, comme il l'avait fait pour l'audit de surveillance, entre l'audit initial et l'audit de surveillance. Donc, ce n'est pas en année civile, c'est vraiment en période entre deux audits. C'est sur cela qu'il est censé se fonder. D'accord? Maintenant, si effectivement vos actions, elles sont annuelles, bah, oui, on peut s'attendre à ce que ça déborde un peu en arrière si c'est sur une année, type année scolaire. Mais en théorie, voilà, on est sur la période qui suit l'audit précédent. On a eu aussi deux questions concernant l'auditeur lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut changer d'auditeur après l'audit de renouvellement si on veut rechercher un auditeur moins coûteux? Ah, alors, on ne change pas d'auditeur, on change d'organisme certificateur, puisqu'en fait, ce n'est pas votre auditeur que vous choisissez l'organisme qui, lui, dépêche l'auditeur. Donc oui, vous pouvez changer à tout moment de votre cycle de certification d'organisme certificateur. Il y a des méthodes prévues pour ça, c'est prévu réglementairement parlant. Donc oui, rien ne vous empêche de vous rapprocher d'un autre prestataire. Je crois qu'on est à 34 organismes certificateurs, ça bouge un petit peu tout le temps, donc 33 ou 34, quelque chose comme ça. Et effectivement, le marché étant libre, il y a tous les prix là-dessus. Donc oui, vous pouvez vous rapprocher d'eux et ce sont eux qui feront les démarches pour recevoir votre dossier auprès de votre certificateur actuel. Et autre précision qui a été demandée, c'est est-ce qu'il est vrai que l'on ne peut pas avoir le même auditeur plus de 3 fois? Alors j'imagine que auditeur eh bien, ça dépend des organismes. Non, je crois que pour certains organismes, ils ont fait le choix de faire 2 cycles, à savoir donc initial surveillance, renouvellement surveillance. Donc normalement, je pense qu'on va s'arrêter là, ce sera 4 fois. Parce qu'effectivement, nous auditeurs, vous savez, on suit un petit peu ce que nous demandent les organismes certificateurs, on est prestataire pour eux. On n'est pas salarié des organismes certificateurs. Donc, chaque organisme certificateur a ses propres méthodes, a ses propres
fait ses propres choix. Et nous, on suit. Donc, on reçoit nos ordres de mission. Et voilà. Mais effectivement, pour éviter qu'on vous connaisse trop bien, parce qu'au bout de quand même 2 cycles, on vous connaît bien et quelque part, ça, sans enlever de l'objectivité, on va peut-être aller plus vite et c'est moins pertinent pour vous comme pour la certification au final. Il vaut mieux changer d'auditeur. Oui. Est-ce que j'ai répondu à tout? Ah non. Dernière petite chose, il y avait une question sur l'action de formation. Est-ce qu'elle concerne uniquement les contrats de pro présents dans le BPF? Je ne comprends pas la question. L'action de formation concerne uniquement les contrats de professionnalisation présents dans le BPF. Présents dans le BPF. C'est effectivement tout le chiffre d'affaires inclus dans le BPF qui va être pris en compte pour calculer la durée de votre audit. Le chiffre d'affaires, j'entends bien, pas le résultat. Donc, ça peut être effectivement un problème parce que pour certains, ils passent certaines tranches alors que leur réalité est différente. Mais voilà, on vient prendre toute la partie qui traite du chiffre d'affaires, de la formation, quelles que soient les catégories d'actions, quelle que soit la typologie des bénéficiaires, pour regarder si on est dans les moins de 150 000, moins de 750 000 et au-delà, etc. Voilà, je poursuis. Et puis, s'il y a d'autres questions, on les prendra peut-être. Alors, se préparer à l'audit de renouvellement, c'est aussi, et ça va être très important, lister tous les faits marquants intervenus sur la période, justement, depuis votre audit de surveillance. Pourquoi? Déjà parce que pour votre réunion d'ouverture avec votre auditeur, ça va être très utile. Il va vous poser ces questions-là, autant avoir anticipé et avoir réfléchi sur le sujet, déjà pour ça. Mais aussi parce que, comme on le disait tout à l'heure, ces changements peuvent avoir vraiment un impact sur le périmètre de votre certification, sur le nombre d'indicateurs qui vont être audités, sur les obligations spécifiques ou les nota bene à prendre en compte, puisqu'on a de double changement en la matière, vos propres changements et les changements du guide de lecture. Donc, se poser ces questions, c'est essentiel avant de démarrer la préparation de votre audit de renouvellement. Donc, on va se demander, est-ce que j'ai de nouvelles prestations dans mon catalogue? J'entends par prestation, effectivement, nouvelles formations, nouvelles typologies de formation, ou est-ce que effectivement j'ai de nouvelles catégories d'actions à auditer? Par exemple, je faisais de la formation et aujourd'hui, je fais aussi du bilan de compétences ou de la VAE. Ça, et bien évidemment qu'il va falloir le signaler à votre certificateur avant qu'il vous envoie à votre auditeur pour votre audit de renouvellement, puisque ça va faire varier la durée de votre audit et ce que l'auditeur va venir observer. Est-ce qu'aussi j'ai des nouvelles modalités? Par exemple, je ne faisais pas de formation à distance, de e-learning, etc. Aujourd'hui, j'en fais. Là aussi, attention, dans le guide de lecture, on va vous demander des petites choses supplémentaires. Est-ce que je ne faisais pas de formation certifiante RS, RNCP et aujourd'hui c'est le cas? Ça va avoir un gros impact. Est-ce que mon chiffre d'affaires a beaucoup varié, mon volume d'activité? Est-ce que j'ai des nouveaux intervenants, internes ou externes? Ça peut être effectivement aussi des sous-traitants. Est-ce que j'ai accueilli pendant cette période des personnes en situation de handicap? On va en faire un point là-dessus, un focus là-dessus tout à l'heure, mais c'est une vraie question à se poser. Est-ce que j'ai changé des modalités logistiques, techniques? Est-ce que j'ai des locaux? Aujourd'hui, je ne les avais pas. Est-ce que j'utilise de nouveaux logiciels, de nouveaux matériels? Tout ça, c'est à noter puisque tout va avoir un impact sur vos réponses aux indicateurs. Et encore une fois, lors de votre présentation le jour de l'audit, tout cela sera relevé. Si vous pensez qu'il est nécessaire, et je pense qu'il y en a toujours à faire, d'apporter des modifications à vos process, c'est là qu'il faut le faire. Ce sera très apprécié dans le cadre de votre audit, mais vous ne le faites pas uniquement pour votre auditeur, vous le faites surtout pour vous. Donc, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, moins de documents pour une même conformité, c'est plus que souhaitable. Je mets à jour en fonction de ma réalité et du guide de lecture, voilà, mais en fonction de ma réalité aussi. Les ajustements peuvent être à la baisse, hein, pas qu'à la hausse, ils peuvent être à la baisse. Et je vais noter toutes ces modifications dans mon plan d'action et dans mon plan d'amélioration continue. C'est important
Parce que déjà, souvent, on oublie que l'amélioration, ce n'est pas seulement les suggestions qu'on peut recevoir de nos bénéficiaires, ce sont aussi nos constats. Je modifie quelque chose, ça a un impact, ça me demande une action, je vais venir nourrir mon plan, puisqu'en plus ce plan, il va être bien observé dans l'indicateur 32, sous un petit peu toutes les coutures, montrer que vous avez eu cette démarche et qu'elle est bien comprise, c'est très important. Et comme on l'a dit, c'est un outil. Calliope doit être un outil de votre amélioration. On n'est pas là juste pour faire plaisir à l'auditeur et obtenir le nouveau tampon, la nouvelle certification. On est là pour se dire, OK, je fais bien, qu'est-ce que je peux faire pour faire encore mieux? C'est vraiment toute la pertinence de la certification en ce qui vous concerne. Passons au point de vigilance et aux astuces. Alors, premier point de vigilance. C'est tout bête, mais je ne le répéterai jamais assez, je crois. Vérifiez comment vous avez utilisé le logo Calliope. Donc, on fait vraiment un focus là-dessus. Le logo Calliope ne peut jamais être utilisé sans faire figurer en dessous la mention de la ou des catégories d'action pour lesquelles vous êtes certifié. J'ai mis sur la droite les deux documents qui vous permettent d'être en conformité, la charte d'usage de la marque et la charte graphique. Il faut vous y référer. Ok, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable à lire, mais en tout cas, c'est ce qui va faire que vous serez conforme. Donc, on n'oublie pas cette phrase, catégorie d'action, et surtout, on n'utilise jamais ce logo sur des supports qui seraient associés à une action en particulier. Donc, on oublie sur les programmes, on oublie sur les factures, sur les devis, sur une page de formation sur votre site. Vous pouvez l'utiliser sur votre site pourvu qu'on parle du catalogue de formation ou pourvu qu'on parle de la partie certification, si vous avez une page dédiée à ça, sur la page d'accueil, mais jamais, au grand jamais, sur les formations en tant que telles ou les bilans, etc. On ne certifie pas une action, on certifie un organisme. Et ça, c'est une non-conformité qui coûte cher et bêtement, puisque franchement, maintenant, il y a beaucoup quand même eu d'informations sur le sujet. Donc voilà, le logo dans sa version en vigueur, avec la mention pour l'aspect vraiment certification de l'organisme en totalité. Ça, c'est la première chose. Le certificat, depuis le 1er septembre 2023, vous devez afficher ce certificat sur votre site internet, si vous en avez un, et dans vos locaux, si vous avez des locaux de formation ou de prestation. Bien sûr, si vous n'avez aucun des deux, il va simplement s'agir de pouvoir transmettre ce certificat si on vous en fait la demande. En revanche, si vous avez un site internet, c'est une obligation désormais de faire en sorte que ce certificat soit affiché. Donc, vous pouvez le mettre de façon lisible sur une page ou mettre le lien vers ce certificat. Je dis bien vers le certificat, pas vers le site de l'organisme certificateur, pas vers la liste des certifiés Calliope, vers votre certificat nominatif. Et de la même manière, dans vos locaux, si vous en avez, vous allez trouver le meilleur endroit pour afficher ce certificat, le meilleur endroit étant un endroit visible par vos bénéficiaires ou vos prospects, bien évidemment. Alors, pourquoi ce certificat aujourd'hui doit être affiché? Eh bien parce que il y a une procédure aujourd'hui qui existe pour que les personnes qui constateraient que les exigences de Calliope ne sont pas respectées par tel ou tel organisme peuvent faire un signalement à votre organisme certificateur. Donc, pour connaître votre organisme certificateur, on a besoin de votre certificat. Voilà. Donc, ce n'est pas effectivement un état d'esprit forcément magique, mais en tout cas, c'est une obligation et
Ne pas la respecter va vous coûter une non-conformité toute bête. Donc, voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, faites-le dès à présent. On a des demandes de précision oui. concernant ça, concernant l'utilisation de la charte, oui. etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mentionner son numéro de certificat Calliope et sa date d'obtention dans le pied de page des documents, sans utiliser le logo? Vous pouvez, sans utiliser le logo, indiquer que votre organisme est certifié Calliope pour la catégorie d'action, enfin au titre de la catégorie action de formation ou autre. Vous pouvez mettre votre numéro de certificat si vous le souhaitez, tant que le logo ne figure pas. C'est effectivement que le logo. Bien sûr que les pieds de page peuvent être utilisés en ce sens, sans le logo. Autre demande de précision, est-ce qu'on doit afficher le certificat dans chaque salle de formation ou seulement à l'accueil? Le référentiel n'en dit rien. Donc, tant que vous l'avez affiché au moins à l'accueil, vous ne pouvez pas être considéré comme non conforme. Bien sûr que si vous louez des salles, vous n'allez pas vous balader avec votre certificat dans un petit cadre et le mettre là. Hein. On est d'accord, c'est uniquement si ce sont des salles que vous louez à l'année. Hein. Ce n'est pas quand vous allez louer une salle dans un coworking, par exemple. Non, non. Ou si vous allez chez vos clients, vous n'allez pas venir avec votre certificat. Non, c'est si vous avez un lieu de formation identifié comme tel, dans lequel on vient vous auditer, alors oui, vous devez afficher votre certificat à l'endroit qui vous paraît le plus pertinent. Alors, autre question qui porte sur les formations en extérieur. Est-ce qu'on doit l'afficher dans le cadre de formation en extérieur? En extérieur, dans le sens, par exemple, sur un plateau technique qui sera en extérieur, c'est ça? Oui, j'imagine, puisque ça ne doit pas être hors mur. Ça doit être, oui, ça doit être ça, en extérieur, où il n'y a pas de mur, en fait. Bah, écoutez, il y a toujours un endroit en général où, enfin bon, si c'est par exemple, prenons l'exemple d'une vigne, vous n'allez pas mettre un panneau avec votre certificat dans la vigne. En même temps, si c'est un lieu d'exercice, bah, je ne sais pas, ça me paraît étrange. Il y a forcément un local associé à ça, et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Dans ce cas-là, pas d'obligation d'afficher votre certificat. Il y a toujours des cas particuliers, donc on peut effectivement faire le détail de ça, mais bon. Et j'allais vous dire, si vous avez un doute, même si ça vous paraît un peu stupide, plutôt que de prendre le risque d'avoir une non-conformité, dégainez votre certificat. Mais voilà, le principe, il est celui que j'ai évoqué. Oui, parce qu'il y a vraiment pas mal de demandes de précision, donc je ne sais pas si on va les passer les unes après les autres. On ne peut pas les passer les unes après les autres. La règle, c'est j'ai des locaux pour mes prestations ou mes actions, j'affiche mon certificat. Si ce ne sont pas les miens, je ne vais pas l'afficher. Si c'est à l'extérieur et qu'il n'y a rien pour l'afficher, je ne vais pas l'afficher. Par contre, on vous dit, vous devez être en capacité de le transmettre à toute personne qui en ferait la demande. Ben, vous pouvez aussi garder votre certificat dans votre sac et pouvoir le montrer si on vous en fait la demande. Et là, c'est OK. L'auditeur va encore une fois, pas vous demander d'avoir un panneau pour l'afficher si vous êtes en extérieur. J'ose espérer que quand même, ce ne serait pas le cas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, l'utilisation par mail, est-ce qu'on peut utiliser par mail? On peut utiliser le logo en signature de mail puisqu'il s'agit de l'organisme, tant que vous ne mettez pas à côté, enfin, tant que vous ne mettez pas ma formation est certifiée Calliope. C'est bien votre organisme, donc dans votre signature de mail, on met par exemple le nom de votre organisme et en dessous, vous avez le droit d'utiliser le logo en disant organisme certifié Calliope au titre de la catégorie X ou Y. Oui, après il y a des demandes de précision sur est-ce que la formation a lieu chez le client et pas chez nous? Est-ce que si on fait la formation en distanciel, est-ce qu'il faut que le certificat soit visible? Non, rien n'est. Vous savez, ce qui n'est pas écrit n'est pas écrit. Donc, quand on vous dit de vous référer au guide de lecture, prenez-le au pied de la lettre. C'est le cas de le dire. Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'on vous dit vous devez l'afficher si vous faites de la formation à distance derrière vous? Non, on ne vous le dit pas. Vous avez un site, vous l'affichez. Vous avez des locaux, vous l'affichez. Point.
Voilà. Et par contre, si vous êtes en multisite, oui, vous l'affichez bien dans tous vos sites. Je parle de sites physiques. Si vous avez plusieurs sites physiques, oui, ce n'est pas que la fonction centrale qui doit l'afficher. Vous l'affichez dans tous les sites considérés comme tels, c'est-à-dire des sites avec du personnel permanent de votre organisme. Voilà. Je vais continuer et puis si on voit d'autres questions par rapport à ça, on pourra y répondre. Il y a pas mal de questions. C'est fou sur ce type de sujet qui devrait être exprimé de façon évidente. On voit que ça donne lieu à de multiples interprétations. C'est intéressant. Point de vigilance. Comme on l'a dit, les indicateurs, dans le cadre de l'audit de surveillance, certains indicateurs ne sont pas audités, sauf si vous étiez nouveaux entrants à l'audit initial, là vous serez audité sur l'ensemble, mais dans voilà, la majorité des cas, vous n'êtes audité que sur les indicateurs qui, en gros, donnent lieu à des non-conformités majeures d'emblée, plus certains dont ils ont rajouté l'importance, enfin, dont ils ont voulu souligner l'importance. Donc, on le voit sur cette grille, alors je ne sais pas si c'est très lisible, mais cette grille, elle rappelle quels sont les indicateurs qui vont être audités en surveillance. Donc, en gros, tout ce qui est dans le bleu et qui va vous concerner par rapport à vos catégories d'actions, plus le fait que vous dispensiez des formations avec AFEST, des formations certifiantes au sens RNCP, là uniquement, ou avec alternance, voilà, vous prenez les cases en bleu si vous n'êtes pas nouvel entrant, et voilà les indicateurs qui sont audités lors de l'audit de surveillance. D'accord? Donc, ça veut dire que tous ceux qui étaient en jaune et qui n'ont pas été audités, bah, potentiellement, vous ne les avez pas forcément mis à jour, justement, dans l'intervalle audit initial, audit de surveillance. Et bien là, il est temps de s'y réintéresser. Voilà, parce que on ne va pas attendre vraiment la veille ou l'avant-veille de notre audit de renouvellement pour se dire « Ah, mais ça, là je n'ai pas fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Comment je peux rattraper le coup ?» D'accord? Donc, dès après l'audit de surveillance, on se refait un point sur l'intégralité des indicateurs qui nous concernent. Voilà. Point de vigilance aussi très important parce que ça va être observé en priorité juste après votre réunion d'ouverture par votre auditeur. Est-ce que vous avez eu des non-conformités à l'audit de surveillance? Si oui, il va venir regarder pour une non-conformité mineure, si elles ont bien été, enfin si le plan d'action que vous aviez proposé pour lever cette non-conformité mineure a bien été réalisé, mis en œuvre sous 6 mois. Donc, il va falloir pouvoir démontrer que ça a bien été fait sous 6 mois. Je me suis engagée, par exemple, à produire une procédure X ou Y ou à envoyer telle chose à tel moment de mon process. Je dois démontrer par mail, par date de version, par ce que je veux, que ça a bien été fait sous 6 mois. Est-ce que j'ai vérifié l'efficacité de ces actions? Comment je vérifie qu'une action est efficace? Eh bien, je vérifie qu'on n'a pas 2 fois les mêmes problématiques, qu'on répond toujours bien à cet indicateur. Et est-ce que j'ai mis des actions préventives pour éviter que cet incident survienne? C'est-à-dire, ben voilà, là, je n'avais pas compris ça ou je n'avais pas systématisé ça, puisque souvent il s'agit de ça. Hein. Je n'avais pas, par exemple, fait de positionnement, je ne sais pas, pour telle action. Est-ce que maintenant on est sûr que pour toutes les actions, j'ai mon positionnement qui est là? Donc ça, c'est ma non-conformité mineure. Sur ma non-conformité majeure, pour l'avoir levée, on a fait non seulement notre plan d'action, mais on a aussi réalisé l'action. Okay, donc l'auditeur va vérifier que cette action, elle a bien été mise en œuvre de façon durable, donc pour toutes les actions suivantes, pour toutes les prestations suivantes, qu'elle a bien été déployée systématiquement. Et pareil, va vérifier que l'action est efficace et si on a mis des actions préventives éventuellement pour éviter que cela se reproduise. Ça peut paraître contraignant, mais c'est un petit peu aussi toute la philosophie d'une certification qualité, quelle qu'elle soit. Calliope est pour le coup assez peu original. Pour ceux qui auraient connu l'ISO
par exemple, ou d'autres certifications. Voilà. Les non-conformités, ça se traite toujours comme ça et c'est toujours observé à la loupe quand on revient vous voir. Point de vigilance, on en a parlé tout à l'heure et on fait un petit focus là-dessus. Donc, on va bien lire dans notre guide de lecture les nota bene. Il y en a beaucoup. Donc, à chaque fois que vous voyez ces nota bene, ils viennent apporter une précision, ils viennent vraiment répondre à des questions qui pouvaient se poser. Et là, ben, c'est de moins en moins flou, hein, donc on va pas pouvoir bénéficier d'un flou dans cette interprétation-là. Donc on lit ces nota bene et on se demande vraiment s'ils nous concernent. De la même manière pour les obligations spécifiques. Elles vont cibler une catégorie ou une typologie d'action en particulier. D'accord ? Si vous êtes concerné, donc elle a autant de valeur, cette obligation spécifique, que l'indicateur lui-même. C'est la même valeur. Donc l'auditeur va vraiment, et pour vous parler de notre back-office interne, tous les rapports d'audit aujourd'hui viennent mettre en avant pour l'auditeur, comme ça il est sûr de ne pas oublier, ces obligations spécifiques et nous oblige à bien identifier qu'on l'a vérifié. Donc, il n'y aura pas de chance du débutant sur le sujet. On va vérifier les obligations spécifiques. Ces obligations, ça va être effectivement, comme on le disait tout à l'heure, souvent reliées aux formations certifiantes, RS et RNCP dans ce cas, ou pour les CFA, parce que les CFA, enfin, sur la version 8, Calliope est vraiment venu mettre en relation les indicateurs avec les 14 missions des CFA. Donc, on vient très précisément interroger ces missions dans le cadre des indicateurs, ce qui a quand même plutôt du sens, puisqu'on n'oublie pas que un audit Calliope, c'est une chose, mais il y a aussi tous les contrôles qui peuvent être diligentés par l'univers réglementaire de la formation, que ce soit les financeurs, que ce soit l'adresse, que ce soit… Voilà. Donc, vous pouvez à tout moment, au-delà de vos audits, être contrôlé. Et finalement, Calliope, par cette rigueur, vous oblige à réinterroger la légalité aussi de vos process, même si l'auditeur, lui, n'est pas là pour faire un audit réglementaire. Mais autant que Calliope serve aussi à ça pour vous. Enfin, le niveau attendu, autant l'indicateur dans la version 8 et 9 n'a pas bougé, autant le niveau attendu, oui, il a parfois été reformulé. Et chaque mot compte. C'est vraiment idiot de le dire, mais lisez attentivement chaque mot de votre guide de lecture. S'il y a un mot qui vous interroge, n'hésitez pas à consulter le glossaire parce que le glossaire a été largement complété. Et c'est important de comprendre ce qui se cache derrière chaque terminologie, parce que parfois l'interprétation peut être source de non-conformité aussi. Voilà, donc encore une fois, vous avez le décryptage en lien sur l'une des premières slides. Tout ça est bien détaillé dedans, mais c'est important que vous preniez conscience de cette incidence et c'est pour ça que je le mets à nouveau dans les points de vigilance. Pour les indicateurs 30, 31 et 32, donc ces indicateurs-là, ça va être le recueil des retours des parties prenantes, ça va être le traitement des réclamations aléas dysfonctionnement et les suggestions d'amélioration. Donc dans l'indicateur 30, on vous dit, vous devez recueillir à fréquence pertinente le retour de vos bénéficiaires, des entreprises qui vous adressent ces bénéficiaires, des financeurs qui financent ces dossiers-là et des intervenants. On entend par intervenant, tant qu'à faire autant le préciser, l'ensemble de l'équipe, donc interne ou externe. Et n'hésitez pas à y associer aussi, pourquoi pas, voilà, les personnes qui ont un rôle annexe, c'est-à-dire, enfin annexe, principal, mais qui ne seraient pas formateurs, mais qui vont avoir une influence sur vos process. Donc, je pense à la partie administrative, à la partie commerciale, à la partie marketing, si ça a du sens pour vous. En tout cas, voilà,
tous les acteurs doivent être interrogés, ça c'est pertinent, même si, je le redis, ce ne sont que les équipes pédagogiques qui sont citées dans l'indicateur 30. D'accord? Mais en tout cas, vous devez vous assurer qu'au moins une fois par an, vous avez interrogé vos intervenants, vos financeurs, les clients. Les clients, si effectivement ils vous ont confié plusieurs dossiers durant la même année, ce n'est peut-être pas la peine de les interroger à chaque fin de dossier. Vous pouvez faire un bilan avec eux annuel, c'est OK. Le guide ne dit rien du nombre de fois où vous devez interroger, donc ce n'est pas forcément après chaque action. Là où c'est après chaque action, forcément, c'est pour les bénéficiaires. Voilà, ça peut être, si c'est un process un peu long, si c'est une action qui est dans la durée, ça peut être par module, si ça vous semble pertinent, ou à la fin, mais en tout cas, dans le cadre d'une même action. D'accord? Donc, cette fréquence, c'est vous qui la définissez. Et petite précision, vous devez avoir écrit quelque part, justement, à quelle fréquence vous allez interroger vos parties prenantes et comment vous allez les relancer en cas de non-réponse. Quand je dis comment, c'est surtout au bout de combien de temps. Ça c'est demandé dans votre indicateur d'avoir cette définition quelque part. Et donc, si l'auditeur ne peut pas se référer à un document comme tel, eh ben, il ne peut pas savoir si vous êtes conforme ou pas avec votre process. Donc, c'est important de le définir. Ça peut être, par exemple, dans un process global qui définit vos étapes. Parfois, pour certains d'entre vous, vous avez des checklists comme ça où vous notez, voilà, je dois faire ça, 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 ça. N'oubliez pas de noter à la fin, j'envoie mon enquête bénéficiaire, je relance à temps, ou j'envoie mon enquête client une fois par an et je relance tant de jours après. Voilà, c'est important que ce soit bien écrit quelque part. Une fois qu'on a fait ces enquêtes, diligenté ces enquêtes, eh bien forcément, on va prendre en compte les retours. Parce que le but, ce n'est pas simplement de les envoyer, d'avoir une réponse et puis de juste la lire. Le but, c'est d'en faire quelque chose. Donc, on va le prendre en compte, ce retour, de façon systématique. Et l'auditeur, il va venir regarder si c'est bien systématique. Déjà, il va regarder si ça a toujours été envoyé dans les échantillons qu'il va observer, si on a toujours procédé aux relances, et si, quand on a eu notre retour, on a bien pris en compte ce qui était dit sur ces enquêtes. Donc, pour ce faire, vous me voyez venir, toutes et tous, il va bien falloir le noter quelque part. Le guide ne dit pas s'il faut que ce soit un tableau. Évidemment, c'est ce qui vient le plus vite en tête parce que ça va permettre de s'organiser. Ça peut être aussi dans le cadre de réunions qui seraient peut-être, je ne sais pas, mensuelles et avoir un compte rendu où on vient expliquer, voilà, il y a eu tel et tel retour pour telle action diligentée, voilà ce qu'on se propose d'en faire. Ça peut être comme ça si vous le choisissez. Peut-être pas forcément facile à suivre jusqu'à l'aboutissement de l'action que vous allez mettre en place. En tout cas, ce suivi, il doit être systématique. On va faire un petit focus sur chaque dénomination, c'est-à-dire réclamation, aléa, dysfonctionnement et suggestion. J'ai juste un temps où j'interviens là. Oui. Il y a une question, c'est par rapport à une question qui est fondamentale, c'est par rapport à ces enquêtes de satisfaction et l'interrogation, on va dire, d'un certain nombre de participants, c'est de dire, finalement, si on fait chou blanc et qu'on a que peu ou prou de retours, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous arrive? Malgré des relances, etc., etc. Alors, est-ce qu'il y a une scorie minimum ou pas? Non, il n'y a pas de score minimum, rien n'est noté sur le sujet. Maintenant, l'auditeur pourra pas, si vous pouvez démontrer que vous avez bien envoyé et que vous avez bien relancé selon le process que vous vous étiez fixé et que malgré ça, et notamment, effectivement, c'est très souvent autour des clients que ça pêche. Bon, on peut parler des financeurs, on va en parler après, mais par exemple pour les clients, prenons cet exemple. Évidemment, on ne va pas vous demander de vous tirer une balle dans le pied commercialement et de harceler vos clients. Non. Maintenant, peut-être, demandez-vous ce qui fait qu'ils ne répondent pas.
Est-ce que c'est simplement parce qu'ils ont la flemme de répondre ou est-ce que c'est parce que vous avez fait un questionnaire de 15 ou 20 questions, qui est peut-être beaucoup trop lourd sur des questions sur lesquelles ils ne peuvent même pas forcément répondre parce que ce n'est pas le manager que vous interrogez en direct, mais peut-être la direction des ressources humaines qui ne sait rien du bénéfice de votre action sur le bénéficiaire direct. Donc, on simplifie là aussi les questionnaires. Qu'est-ce qui va concerner le client en priorité sur votre process administratif, sur votre process financier, sur les informations qu'il a reçues. Voilà. Si ce n'est pas le manager direct que vous interrogez, pas besoin de faire un retour sur la qualité de votre prestation. La personne n'en sait rien. Est-ce que vous lui avez adressé sous un format qui est facile? Si vous lui demandez de devoir imprimer le questionnaire, répondre à la main, le rescanner, peu de gens vont répondre. De la même manière, si c'est, je ne sais pas, un Word, peut-être que ce n'est pas très attractif. Est-ce qu'on ne peut pas choisir une autre méthode qui va permettre à la personne de répondre à ces enquêtes rapidement? Voilà. Ça fait partie de vos questions d'amélioration. Si vous voyez qu'effectivement, vous n'avez que peu de retours, c'est qu'il y a peut-être un souci dans la façon dont vous vous adressez à vos parties prenantes. Pour les financeurs, je sais que vous allez me dire qu'il n'y a jamais de réponse. Alors, peut-être l'avez-vous remarqué, mais dans la version 8 du guide de lecture, on vous propose d'assister au webinaire d'un financeur, notamment OPCO par exemple. S'ils traitent de leur modalité de prise en charge, vous pouvez tracer le fait que vous avez assisté à ce webinaire, ça vaudra enquête. C'est-à-dire que si je peux dire j'ai assisté au webinaire de, je sais pas, l'OPCO EP sur leur modalité de prise en charge pour l'année 2024 et que je peux effectivement prouver ça à mon auditeur, il ne pourra pas me dire vous n'avez pas envoyé d'enquête à l'OPCO EP. Par contre, c'est pour chaque financeur, c'est pas parce que j'en ai fait un que ça vaut pour tous les autres. On est bien d'accord. Mais voilà, vous avez cette option-là qui s'est rajoutée à la version 8 parce qu'effectivement, les remontées des clients, comme les nôtres d'ailleurs, étaient de dire oui, mais les OPCO ne répondront pas. C'est un peu une démarche inutile que d'envoyer sur des adresses mail contact pour lesquelles, voilà, effectivement, on ne sait même pas qu'il y a derrière une enquête qui ne sera jamais retournée. Voilà. Ils n'ont pas souhaité enlever cette exigence, ils l'ont modulée ainsi. Donc, tant qu'elle n'est pas enlevée, s'il n'y a pas de webinaire, alors je vois quelque chose, Stéphanie qui dit qu'elle n'a jamais trouvé de webinaire concernant les OPCO. Si, il y en a eu, pas chez tous les OPCO, mais pour certains, dès la parution du guide de lecture, ils en ont fait. Parfois, c'est par région, parfois, c'est générique à l'OPCO. Alors oui, ça demande d'aller sur le site de l'OPCO et de fouiller un petit peu parce que je suis d'accord avec vous, ce n'est pas toujours mis en avant, mais il y en a eu. On continue. Donc, qu'est-ce qu'une réclamation? La réclamation, elle est traitée dans le cadre de l'indicateur 31. Dans le cadre de l'indicateur 31, on dissocie la réclamation et les aléas dysfonctionnement. La réclamation, eh bien, une insatisfaction exprimée de la part d'une de vos parties prenantes par écrit, donc par mail ou par formulaire, voilà, et pour laquelle vous allez devoir prévoir une réponse et tracer cette réponse au réclamant. Donc, au-delà de l'action corrective que vous allez mettre en place, vous devez lui répondre et lui dire « Ok, monsieur, madame, j'ai pris en compte votre réclamation. Voilà ce que nous nous proposons de faire et de mettre en œuvre. » Et vous tracez ce mail ou cette lettre pour la montrer le jour de votre audit, sans quoi vous ne serez pas conforme. Ça, c'est une réclamation. Donc, vraiment, insatisfaction marquée. Je trace à gros traits parce que souvent, on confond réclamation, aléa et suggestion. Quand on est sur une enquête de satisfaction et qu'on vient nous dire « j'aurais préféré que », on n'est clairement pas sur une réclamation. L'aléa dysfonctionnement, c'est ce qu'on connaît tous quand on fait une formation, quand on anime quelque chose de façon générale. Il peut se passer des choses. Telle personne n'a pas reçu sa convocation ou
ou n'a pas été prévenu par sa hiérarchie parce que la hiérarchie n'a pas transmis la convocation, c'est un aléa. Le vidéoprojecteur qui ne fonctionne pas, c'est un aléa dysfonctionnement. OK. Donc, par rapport à ça, il va falloir aussi être attentif et les noter. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise plus? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça ne se produise pas? C'est les questions qu'on va se poser. Parce qu'effectivement, si on reloue la même salle dans 15 jours, bah, l'idée, c'est que le vidéoprojecteur, on se soit assuré en amont qu'il fonctionne. C'est un exemple idiot, mais voilà, c'est parlant. Donc, on essaye de ne pas reproduire les mêmes erreurs, quand bien même elles ne nous sont pas imputables à la base. On a notre process. Donc, ces deux-là, réclamation, aléa, dysfonctionnement, c'est traité dans l'indicateur 31. Quand on passe sur la partie indicateur 32 et qu'on parle d'amélioration continue, alors on y retrouve les suggestions d'amélioration de nos bénéficiaires. Donc, par exemple, la formation était intéressante, j'aurais aimé qu'elle dure une demi-journée de plus ou qu'on traite aussi cette thématique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de dire oui, mais ça, ce n'est pas forcément possible avec le donneur d'ordre, etc., parce que je l'entends souvent. Je ne vous dis pas qu'il faut absolument répondre à toutes les suggestions favorablement. Vous avez aussi le droit de définir un niveau, c'est-à-dire dire, OK, si c'est un bénéficiaire sur 50 qui nous dit ça, ben on s'accorde le droit, mais on l'a écrit quelque part, de ne pas en tenir compte. On peut définir un pourcentage, par exemple, de bénéficiaires qui fait qu'on va déclencher une action. C'est possible. Mais on ne choisit pas de façon subjective de l'écarter. Donc, pour toute suggestion qui rentre dans vos critères que vous avez fixés, si vous en avez fixé, on va venir indiquer la suite qu'on donne à cette suggestion. Et c'est là qu'il faut être malin dans vos méthodologies de recueil. Plus ça va être automatisé, plus ça va être informatisé, plus ça va être facile à gérer. Parce que si vous avez un gros volume, forcément, au bout d'un moment, c'est là que ça devient chronophage et impossible à administrer. Donc là, il faut essayer de vous intéresser aux solutions qui existent pour gérer ça. Mais dans cette partie d'amélioration, il y a aussi toutes les opportunités que vous avez détectées. Voilà. Vous, direction, vous, équipe opérationnelle, qu'est-ce que vous avez détecté? Donc, on parlait tout à l'heure d'allègement de vos process Calliope. Ça fait partie de l'amélioration de votre système. Donc, on va venir le noter dans votre tableau ou autre, on est d'accord. Mais voilà, pensez bien à pouvoir distinguer ce qui est de l'ordre de la réclamation, de l'aléa dysfonctionnement et de l'amélioration et bien tout traiter. Puisque ce que j'observe souvent en audit, malheureusement, c'est que oui, on va avoir traité les éventuelles réclamations, les aléas dysfonctionnement, oui, tout ce qui s'est mal passé, on a fait quelque chose. Par contre, sur la partie amélioration, là, pas forcément. C'est une non-conformité majeure. Et qui n'est pas facile, finalement, pas si facile que ça à lever, puisqu'il faut reprendre tout ce qu'on n'a pas traité avant. Ça peut être assez long. Donc, pensez à ça. C'est au cœur du référentiel. Il y a sans doute des questions par rapport à ça avant que je passe à la suite. Alors voilà, Evelyne Selon qui dit vous oubliez de parler des respects des délais des suggestions et projets plus ou moins pilotes concernés par la partie amélioration continue. Je ne comprends pas votre question, Evelyne, si vous pouvez préciser. Respect des délais des suggestions. Elle va préciser pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si la réclamation est par téléphone, doit-on dire que l'on répondra par mail? Alors, si la réclamation est par téléphone, vous allez vous-même noter cette réclamation ou demander à la personne de vous la formuler par écrit, parce qu'en principe, il doit y avoir une traçabilité. Voilà. Donc, soit vous lui envoyez un formulaire en ce sens, soit vous la notez vous-même sur le support que vous choisissez. Mais il faut qu'on puisse vérifier quelle était la réclamation en question et y répondre de façon aussi traçable. Donc, quand bien même vous l'appelleriez, il faudrait un mail, effectivement, pour ça. Donc, autant passer direct par écrit, ça vous évite de perdre du temps.
Est-ce qu'on doit obligatoirement définir une relance dans nos process de recueil de satisfaction? Oui, c'est obligatoire. Est-ce qu'on doit obligatoirement faire des enquêtes auprès des clients? Oui. Est-ce qu'un entretien client dans un délai fixé permet de recueillir la satisfaction est valable? Oui, tant qu'il est tracé. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas nécessairement de passer par un formulaire de questions de satisfaction. Si vous avez un rendez-vous avec votre client, ben, vous pouvez tout à fait faire un compte-rendu, lui poser vous-même ces questions et faire un compte-rendu par rapport à ça. Si après relance, on n'a toujours pas de retour, ben, on a traité la question, hein, c'est effectivement assez fréquent, mais on s'interroge sur la façon dont on a posé nos questions et si c'était trop lourd ou pas. Qu'est-ce qu'on entend par financeur? Ben, majoritairement les OPCO ou ben, alors, ouais, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais bon, par exemple, Pôle emploi ou la Caisse des dépôts ne sont pas des financeurs aux yeux du référentiel, même si, voilà. Est-ce que alors pour la Caisse des dépôts, de toute façon, le bénéficiaire va répondre directement puisqu'il est invité à le faire quand il mobilise son CPF à la fin. Pour Pôle emploi, si vous avez un conseiller avec lequel vous travaillez régulièrement, rien ne vous interdit quand même de lui demander s'il souhaite vous faire un retour. Mais effectivement, ce ne sont pas considérés comme des financeurs. On parle voilà, des OPCO ou des fonds d'assurance formation. La région, les régions en tout cas aussi peuvent être des financeurs et j'en oublie certainement. Est-ce que j'ai raté d'autres types de questions? Un OF n'ayant que des formations enregistrées ORS est-il concerné par le critère 7? Alors, si vous voulez dire, Béatrice, l'indicateur 7, non. L'indicateur 3, 7 et 16, ce n'est que pour la partie RNCP. Et donc, Evelyne m'a dit, ce n'est pas une question, mais ce n'est pas grave si vous ne me comprenez pas. Bon, d'accord, ben, désolée, Evelyne, non, je n'avais pas effectivement compris le sens de votre question. Bon. Non, mais je pense que la question d'Evelyne, il faut de Madame Selon, pardon, peut-être la comprendre par rapport à des axes de préconisation. Des impératifs pour l'entreprise, c'est ça, pour l'organisme lui-même. Et quelque part, est-ce qu'on a un délai, je dirais, de mise en œuvre? Si l'auditeur qualité, dans le cadre d'un principe de renouvellement, dit voilà, ce qui serait intéressant, c'est de faire ça. Derrière, il y a des projets. Est-ce qu'il y a un délai finalement pour permettre à la structure 2 ou est-ce qu'il y a une condamnation immédiate? C'est la façon dont je traduis les choses. Déjà, l'important, c'est que vous l'ayez relevé. L'important, c'est que vous l'ayez relevé. Après, que vous puissiez indiquer, ben, écoutez, ça va demander un investissement financier, par exemple, ou une réorganisation dans notre structure. On ne le met pas en œuvre tout de suite, mais bien sûr que ça vous appartient. Mais ça ne peut pas être le cas pour l'intégralité des actions que vous allez présenter. Mais à partir du moment où ça va nécessiter quelque chose de lourd pour vous, mais bien évidemment que vous avez le temps de le faire et qu'on ne vous met pas le couteau sous la gorge. C'est une appréciation. Il reste quand même des choses dans ce référentiel que l'auditeur va apprécier, en fait, de façon la plus objective possible. Est-ce que le département est considéré comme un financeur? Bien sûr, il peut l'être. Tout dépend du sujet. La Caisse des dépôts peut être un financeur si ce sont ses salariés qui sont des apprenants. Maintenant, dans ce cas-là, la Caisse des dépôts, ce sera considéré comme la partie entreprise, donneur d'ordre. Donc, oui, ce sera dans cette catégorie-là. Voilà. Donc, on va continuer. La prise en compte du handicap dans le cadre de vos formations, là aussi, focus important parce que on assiste de version de guide de lecture en version de guide de lecture à un renforcement ou une précision des exigences par rapport à la prise en compte du handicap en formation. Donc déjà, on ne le rappellera jamais assez, le handicap, ce n'est pas simplement la mobilité réduite. On parle de tout type de handicap, visible, invisible, visuel, auditif, maladie invalidante, trouble 10, voilà, tous les handicaps possibles, la liste est quand même assez longue. Ok, on ne vous demande pas d'être en capacité d'accueillir tout type de handicap, c'est pas du tout ce qui est demandé. On vous demande par contre de vous interroger justement en amont sur les publics que vous pouvez ou non accueillir en fonction des prestations que vous proposez.
Et on vous demande aussi de poser, à partir du moment où vous êtes en capacité d'accueillir certains types de handicap, de poser systématiquement la question. Donc, dans le cadre de votre analyse du besoin et des attentes de l'entreprise donneuse d'ordre ou de vos bénéficiaires, il y a forcément un moment où cette question, elle est posée. Là encore, à vous de choisir la méthode, mais l'idée, c'est de recueillir les éventuels besoins dans ce cadre. OK, une fois qu'on a posé cette question, eh bien forcément, on va s'adapter. Si la réponse est oui, et même avant qu'elle ne soit oui, on va réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire qui est à notre portée pour proposer des possibilités de compensation de ce handicap dans le cadre de nos prestations. Ça peut être une police de caractère adapté, ça peut être une accessibilité si on est sur quelque chose de numérique. Il y a des tas aujourd'hui de webinaires sur le sujet, de littérature sur le sujet, donc on va vous demander d'avoir un minimum réfléchi à la question et de proposer, sous quelque forme que ce soit peut-être, des pré-réponses. Pas forcément d'avoir étudié tous les cas de figure, mais si demain, parmi vos stagiaires, une personne vous dit « oui, moi j'ai tel type de handicap », il faut que vous puissiez l'accueillir dans de bonnes conditions. Le référentiel version 8, enfin le guide de lecture, pardon, version 8 est venu ajouter une obligation spécifique dans l'indicateur 6, donc indicateur qui traite de la conception de vos formations et qui dit prise en compte dans la conception et la mise en œuvre des prestations. Donc vous devez avoir réfléchi au sujet et montrer que vos réflexions ont fait que dans la conception de votre formation, vous avez prévu cet accueil-là. On va le vérifier aussi dans le cadre de l'indicateur 10 et dans sa mise en œuvre. Ça peut être des choses vraiment toutes bêtes. Si j'ai une personne qui a des problématiques auditives, je ne vais pas la mettre au fond de la salle, je vais la rapprocher de moi. Peut-être qu'effectivement, je vais avoir ou pas besoin d'amplifier ma façon de m'exprimer, de parler avec un micro ou autre, peut-être. Mais déjà, la logique veut que la personne, si elle a des problèmes auditifs ou visuels, je ne vais pas la mettre au fond et l'isoler. C'est tout bête, mais si j'y ai réfléchi et si je l'ai écrit quelque part, je ne m'interroge pas sur comment faire le jour J. Et ainsi de suite. Si la personne a des troubles 10, alors il y a beaucoup de troubles 10, mais déjà, on sait que telle police de caractère va être plus favorable à la lecture. On n'utilise pas forcément telle ou telle couleur, tel ou tel type, tel ou tel gras. Voilà. On peut s'intéresser à ces questions. Enfin, on vous demande de tenir à jour la liste de vos partenaires handicap et de faire une veille un petit peu régulière sur cette thématique, de mettre à jour les compétences de votre référent handicap. OK ? Donc, cet indicateur, l'indicateur 26, finalement, on se dit à l'audit initial, on a fait cette liste, elle est valable à l'audit de surveillance, elle est encore valable à l'audit de renouvellement. Les gens que vous avez identifiés sur votre liste ne sont plus forcément là, donc pensez à aller la mettre à jour. Pensez à être dans cette démarche de veille sur le sujet pour, encore une fois, être dans une démarche d'accueil et pas simplement de dire « Ok, moi, de toute façon, des personnes en situation de handicap, je n'en vois jamais, ça ne m'arrive pas. » En fait, vous en voyez sûrement, sauf qu'elles ne vous le disent pas. Et que tant qu'à faire, plus on va se montrer accueillant sur le sujet et peut-être l'intégrer à son livret d'accueil ou autre, plus ça mettra la personne en confort pour vous le signaler. Voilà. Mais en tout cas, dans les indicateurs que je viens de citer, les focus sont quand même beaucoup plus précis, donc point de vigilance sur le sujet. L'indicateur 21 et 22, il s'agit des compétences de vos intervenants. Il y a vraiment 3 choses à bien tracer dans le cadre de l'indicateur 21. C'est bien définir vos critères, donc déterminer la compétence que vous recherchez à la base par rapport à chacune de vos actions. Donc, ça peut être via une fiche de poste, ça peut être via simplement
un tableau dans lequel vous vous indiquez, ben voilà, pour telle action, je vais avoir besoin de tel profil. Mais on vous demande de bien l'avoir déterminé, ça. Et de venir mettre en correspondance, finalement, les compétences des personnes que vous avez choisies. OK, j'ai dit que pour telle prestation, je vais avoir besoin, par exemple, d'une personne qui fait des bilans de compétences depuis X années. J'ai défini ça, ou qui a tel profil pour faire des bilans de compétences, et je la formerai. OK, ben, est-ce que la personne que je mets en face, elle correspond bien à ces critères que j'ai définis? Et sinon, pourquoi j'octroie une dérogation? Ça peut arriver. Mais en tout cas, voilà, on détermine. Ensuite, on mobilise. La mobilisation, elle va se faire par le contrat, CDI, CDD, par la sous-traitance, par un portage salarial, par une vacation, ce que vous voulez, mais ça va être observé de la même manière. Et ensuite, on vous demande de évaluer vos intervenants. Ça, c'est le troisième volet de l'indicateur 21. Donc, cette évaluation, elle ne porte pas que sur vos salariés, dans le cadre, par exemple, de votre entretien annuel. Non, elle va porter sur l'ensemble. Donc, ça peut paraître effectivement parfois un peu en contradiction avec le droit français par rapport à la partie sous-traitance. Mais en même temps, si demain vous faites appel à une société de ménage dans vos locaux, chaque année, ou disons à chaque fois que le contrat va arriver à terme, vous allez vous réinterroger. Est-ce que les personnes qui sont intervenues dans mes locaux, elles ont été suffisamment efficaces? Imaginez, quand il s'agit de formateurs que vous mettez en face de vos apprenants, ça paraît important de s'interroger sur le sujet aussi. Donc cette évaluation, il va falloir la tracer. Si vous recevez les personnes, c'est OK, vous pouvez les recevoir et faire un point verbal, mais il y a un compte-rendu par rapport à ça. On vous demande aussi de tenir à jour les compétences de vos intervenants internes. Ça veut dire effectivement leur proposer des formations, mais pas que. Bien sûr que toutes les structures ne vont pas avoir un budget illimité et pouvoir former chacun de leurs intervenants chaque année, même tous les 2 ans, ça va être très, très compliqué. Finalement, entretenir les compétences de ces intervenants, c'est peut-être leur diffuser la veille que vous réalisez, leur demander d'aller s'inscrire à des webinaires et de tracer ça aussi, d'aller, quand ils vont par exemple assister à des conférences ou à des salons professionnels, ça aussi vous allez le collecter, parce que tout ça, ça fait qu'ils entretiennent effectivement leurs compétences et ça fait grandir votre organisme aussi, s'ils viennent le partager. Donc, tant qu'à faire, tracez-le de façon profitable à tous. Et donc voilà, on n'oublie pas de garder pour chacun des intervenants tout son parcours, les CV, les diplômes, les attestations, le plan de développement des compétences, les preuves des webinaires, les preuves de lecture, pourquoi pas, hein, ils peuvent aussi être abonnés à des revues, etc. Tout ce qui fait sens par rapport à cet entretien de compétences. Je fais un petit point question. Il y en a beaucoup là, du coup. J'ai perdu le fil. Il y a surtout des échanges, en fait, sur le chat. D'accord. Bon. Par exemple, comment aborder sans froisser dans l'indicateur 4 les besoins spécifiques d'un stagiaire en situation de handicap? OK. Déjà, simplement peut-être poser la question, juste si c'est au donneur d'ordre, y aura-t-il une personne en situation de handicap parmi les stagiaires ou les bénéficiaires? Le donneur d'ordre va répondre oui ou non. Et ensuite, pour la personne en direct, avez-vous une situation particulière ou des besoins particuliers à nous signaler? Et entre parenthèses, vous pouvez mettre des exemples ou pas et évoquer le handicap. C'est votre sensibilité. Une fois que la personne elle a dit oui, alors pourquoi pas lui proposer un entretien avec votre référent handicap et là recueillir plus précisément son besoin. On n'a pas besoin d'aller plus loin dans le questionnaire, le premier questionnaire. Si elle a besoin d'aménagement, vous allez le voir avec elle. Souvent, les personnes qui ont cette typologie de besoin ont déjà une solution. Si elles ont besoin d'un accompagnement humain, par exemple, elles savent déjà où le trouver et comment le mobiliser. Mais voilà, la première question de savoir si oui ou non la personne est concernée, ça, on n'a pas le choix que de la poser à un moment donné. Et on nous demande aussi comment prouver la mise à jour des compétences des référents. Est-ce qu'un webinaire des référents handicap?
oui, s'ils assistent à des webinaires, ils tracent la convocation à ce webinaire ou le replay qu'ils ont reçu ou un certificat quand il y en a. Ouais. Une petite question aussi précise qui porte sur les professeurs de l'éducation nationale. Quel type d'évaluation on peut leur demander? Ah. C'est très spécifique. Les professeurs de l'éducation nationale. C'est-à-dire, donc là, on sort un petit peu du cadre classique. Vous mobilisez en tant que formateur professionnel un professeur de l'éducation nationale, c'est ça que je dois comprendre? Géraldine? Oui. Eh bien, vous savez, l'évaluation, elle n'est pas obligatoirement, comment dire, frontale. Vous allez pouvoir éventuellement mettre en place votre propre grille sans avoir besoin, si c'est un sujet sensible, de confronter la personne, d'assister systématiquement à son cours, etc. Vous allez pouvoir, en fonction des retours des stagiaires, en fonction de la qualité des supports ou de sa réactivité, établir vos propres critères. Le tout, c'est de ne pas se baser justement uniquement sur le retour des stagiaires, parce que ça, c'est pas ce qui est demandé par l'indicateur. L'indicateur dit bien que c'est à vous d'évaluer votre intervenant. Donc oui, si j'ai des signaux d'alarme par rapport à ce que me racontent mes stagiaires, ben, je vais peut-être effectivement aller creuser la question, assister à un cours et m'y intéresser différemment ou convoquer la personne. Si j'ai pas ces signaux, ben, je vais aussi aller regarder, je vous dis, sur l'ensemble de notre relation finalement. Est-ce qu'il est ponctuel? Est-ce que quand il me rend quelque chose, c'est bien toutes les étapes que je lui ai demandé de respecter, etc. Voilà. Parfois, effectivement, on a des publics intervenants difficiles à confronter, je l'entends. Donc oui, hein, je viens de répondre, Hélène, c'est vraiment ça. Oui, la satisfaction des stagiaires rentre dans le cadre, mais c'est à vous d'avoir votre propre grille. Ça ne peut pas être que ça. Si on participe à la formation, comment on prouve l'évaluation du formateur? Encore une fois, ça passe par un écrit. Donc vous notez sur votre propre support, j'ai assisté à telle session, et le mieux, c'est d'avoir sa propre grille et de dire, OK, ben voilà, mes critères, moi, d'appréciation sont ceux-là, et ben je viens déterminer, cocher si la personne, elle y a répondu favorablement. OK, bah oui, pareil, hein, les experts, les magistrats, les médecins, ils n'apprécient pas, je le sais. Maintenant, voilà, je peux pas forcément vous donner toutes les méthodes. Forcément, chaque cas s'apprécie de façon particulière. Je sais que ces publics-là sont sensibles. Évidemment, si on a un médecin qui a X années d'expérience, on ne va pas venir tellement le challenger sur son vécu professionnel. Ce n'est pas pour autant que c'est un excellent formateur. Et c'est à vous d'apprécier ça. Et la mise à jour des compétences, si c'est possible, quand vous les interrogez une fois par an minimum, donc, hein, puisqu'on a dit qu'il fallait interroger ces intervenants, vous pouvez leur demander, en mettant, je sais pas, des cases à cocher, est-ce qu'ils ont assisté à des colloques, est-ce qu'ils ont pas forcément fait des actions de formation en soi, mais ils ont souvent participé à des événements professionnels, et ben voilà, ça entretient leurs compétences de la même manière. Je continue parce que sinon on va dépasser l'horaire. L'indicateur 27 qui justement est un peu en rapport avec ce qu'on est en train de se dire, la vérification du respect des exigences de Calliope par les sous-traitants. Bien sûr que indiquer dans vos contrats de sous-traitance que le sous-traitant s'engage à respecter les exigences du référentiel dans sa version en vigueur, c'est important et c'est même incontournable. C'est dommage d'ailleurs que ce ne soit pas systématiquement présent dans les contrats de sous-traitance. Ça peut être aussi une charte signée à côté, mais est-ce que ça suffit? Eh bien, pas forcément. Parce que si votre contrat de sous-traitance ne détaille pas précisément ce que signifie ce respect, on va avoir du mal à ce que cet engagement ait une vraie valeur, quoi. Donc,
soit vous détaillez précisément vos attentes, soit vous allez, toujours pareil, dans le cadre de votre évaluation de votre sous-traitant, vérifier qu'il respecte ces critères. Et ces critères, ce sont aussi les vôtres, puisque vous, vous êtes certifié, donc vous avez votre process qui respecte les exigences de Calliope. S'il respecte vos process, et donc vous évaluez ce respect, quelque part, vous êtes en train de vérifier qu'il respecte les exigences de Calliope. S'il a lui-même passé Calliope, vous allez recueillir son certificat, mais ça ne vous dispensera pas quand même de vérifier que dans le cadre de votre organisme, il le respecte aussi. Là, ça montre juste qu'il les connaît, peut-être mieux que quelqu'un qui n'aurait pas passé la certification. Vous allez pouvoir aussi peut-être organiser une réunion annuelle où là, vous allez réunir vos intervenants si c'est possible et leur dire, OK, on rappelle nos critères de respect de Calliope, ce sont ceux-là, voilà comment ça se traduit dans nos process, voilà la dernière version du guide de lecture, tant qu'à faire, autant être sûr qu'ils l'ont, voilà pourquoi pas la dernière version des questions-réponses du ministère sur le sujet, OK, toutes les personnes présentes émargent. Bon, là, c'est un faisceau d'indices qui peut permettre à votre auditeur de dire, OK, là, vous êtes bien assuré quand même que votre sous-traitant respecte ses exigences. J'avoue que cet indicateur est assez mal formulé parce qu'il laisse peut-être trop d'interprétations possibles. Voilà. Donc, en fonction peut-être aussi de l'auditeur que vous avez en face, il peut y avoir plus ou moins d'exigences là-dessus. Et malheureusement, il reste encore quelques indicateurs qui laissent cet arbitrage possible. Voilà. Donc, si je peux me permettre d'attirer votre attention là-dessus, essayez de trouver une méthode pour être un petit peu plus précis sur cet indicateur. Point de vigilance qui me tient à cœur, évidemment, vu le métier que j'exerce en parallèle de mes fonctions d'auditrice et d'accompagnatrice, la veille. Et c'est surtout un sujet qui donne lieu à de nombreuses non-conformités. Pourquoi? Déjà parce qu'on n'en comprend pas forcément la portée, d'autre part parce que maintenant, en audit de surveillance, ces indicateurs ne sont plus forcément observés. Donc, on se dit, on le traitera plus tard. Mais comment on fait pour rattraper une période de 3 ans entre l'audit initial et l'audit de renouvellement de façon pertinente? C'est quasi mission impossible si on n'a pas été régulier là-dedans. Donc, on rappelle, la réalisation de la veille, c'est effectivement, je réalise une veille sur l'aspect légal et réglementaire de la formation professionnelle, les métiers compétences, les évolutions des métiers, compétences et emplois de mes secteurs d'intervention, les innovations pédagogiques et technologiques et le handicap en formation, ou du moins la prise en compte du handicap en formation. Je dois bien surveiller ces 4 thématiques, pas un peu plus l'une ou pas du tout l'autre, bien les 4. Tracer les contenus que j'ai choisi de conserver par rapport à cette veille. Quand j'entends contenu, j'entends pas forcément que des articles. Ça peut être des articles, des livres, des podcasts, des vidéos, des webinaires. Tout fait sens à partir du moment où ça vous permet de réfléchir à l'avenir de votre organisme, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Donc, vous allez essayer de répondre à différentes questions. Est-ce que j'ai bien effectivement réalisé une veille suffisamment fournie? Là encore, vous allez me dire c'est combien? Eh bien, dans le guide, il n'y a pas d'indication de c'est combien, mais sur une période de 12 à 18 mois, faire une veille pour 1 ou 2 contenus, ça va être un petit peu limite. Et donc, à minima, vous allez effectivement faire une veille un petit peu plus importante et garder peut-être en action d'exploitation, puisque c'est cette partie-là qui est souvent négligée, la prise de décision par rapport au contenu. En action d'exploitation, oui, à minima, vous allez avoir 2, peut-être 3 actions en rapport avec votre veille pour chaque indicateur, pour le 23, pour le 24 et pour le 25. Déjà, c'est la démarche. Donc, n'hésitez pas effectivement à regarder en replay le webinaire que nous avions réalisé sur le sujet qui va vous en dire beaucoup plus, notamment sur la méthodologie. Oui. Oui, Pascal?
Oui, moi j'ai des questions parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important la veille. Est-ce qu'on définit les champs? Moi j'ai à l'esprit des choses auxquelles les gens ne pensent pas. Je pense à une chose parce qu'on avait fait une conférence il y a quelque temps sur la responsabilité civile et pénale de l'organisme de formation. Ça, c'est quelque chose où il y a un vide sidéral en termes de connaissances. Moi, je suis tombé des nues lorsque on a eu une intervention extrêmement brillante, et il y a un vide. Après, il y a des champs, et vous l'avez évoqué au travers de votre intervention, un champ qui n'a pas été abordé, un premier champ qui est important, c'est sur le handicap. Je rappelle quand même que les opérateurs de formation ont une obligation légale de mettre en œuvre les démarches pédagogiques adaptées au handicap de la personne. Parfois, c'est extrêmement compliqué. Pour autant, c'est une obligation et qu'il y a de la jurisprudence. C'est tout ce qui est lié à la discrimination. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement important. Je rappelle que avant Cap Métier, l'Agence régionale de la formation tout au long de la vie avait fait un dossier extrêmement important sur la discrimination, notamment toute la partie juridique. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi extrêmement importantes quant à l'accueil du public. Et puis après, un sujet que vous abordez et qui nous est cher à tous, c'est et notamment c'est un critère essentiel, et ça c'est l'évolution marquante entre Datadoc et Calliope, c'est que son offre de formation soit construite en regard des besoins économiques de son territoire. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Quels sont les opérateurs qui peuvent donner de l'information? Est-ce qu'il y a une dimension de contextualisation liée à la géographie de l'organisme de formation? Je crois que c'est aussi important. C'est la construction des partenariats sur les territoires qui, pour moi, est intimement liée à la veille, parce qu'on ne peut se construire qu'avec les autres et avec la compétence des autres. Donc, c'est tous ces éléments-là qui me paraissent aussi importants. Alors, est-ce qu'il y a une nomenclature, on va dire, des éléments de la veille, ou est-ce que c'est finalement laissé à la libre pensée de l'opérateur de formation? Alors, encore une fois, vous l'avez remarqué, à aucun moment on ne vous dit il faut faire comme ça sous cette forme. Donc, bien évidemment que non, de nomenclature précise, il n'y en a pas. Mais dans la mesure où pour chaque indicateur, on va vous demander des preuves, ça ne peut pas passer par l'oralité. C'est forcément par l'écrit ou en tout cas par une preuve tangible qu'on va pouvoir montrer. Donc, pour la méthode, encore une fois, on va pas refaire le webinaire qu'on a animé ensemble, vous aurez des détails, mais dites-vous bien qu'effectivement, ça peut être déjà très profitable, et ça, j'insisterai jamais assez, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est très profitable pour votre organisation de faire cette veille. C'est un acte de gestion, c'est un acte de responsabilité de votre organisme pour ne pas être dépassé, pour pouvoir continuer à gagner du marché, à progresser, à ne pas être obsolète, c'est essentiel. Donc, ok, c'est une obligation que Calliope a mise en place, mais quand bien même ce ne serait pas le cas, on ne peut pas s'en priver. Et vous faites de la veille sans même vous en rendre compte parfois, quand vous êtes sur un réseau social type LinkedIn et qu'il y a plein d'infos qui passent, il y a forcément des choses qui vous concernent. Vous allez avoir peut-être ce réflexe de les collecter. Il va falloir avoir ce réflexe parce qu'on est tous inondés d'informations, mais on oublie dans la journée. Tiens, ça c'était intéressant, mais je ne sais plus comment c'était formulé, c'est déjà trop tard. Donc, trouvez votre méthode, trouvez vos outils, si vous voulez vous rapprocher d'un outil, effectivement. Mais surtout, n'oubliez pas de le faire à fréquence régulière, d'associer vos équipes à ça, parce que, oui, tout seul, ça peut être compliqué en fonction de la typologie de votre organisme. Si vous êtes tout seul, évidemment, ça va dépendre de vous. Mais si vous êtes dans une organisation plus importante et aussi avec beaucoup plus de thématiques, notamment métiers à regarder, n'hésitez pas à associer vos équipes parce qu'il n'y a pas meilleur veilleur finalement que celui qui maîtrise le sujet et qui saura comment tirer parti de ce sujet, par exemple dans la conception d'une formation ou dans la mise à jour d'un support de cours, etc. Donc, la curiosité, je trace mes contenus. Derrière, je me dis, OK, parmi ces contenus, lesquels peuvent être mise en œuvre dans une action d'exploitation, ça veut dire quoi? Grâce à ce contenu, j'ai modifié mon support de formation. Grâce à ce contenu, grâce à ce webinaire, j'ai découvert tel nouvel outil,
telle nouvelle, je sais pas, façon de former, et tiens, je vais essayer de la déployer. Là, tout ça, je le trace. Le guide de lecture version 8 est venu vous demander quelque chose qui n'était pas présent jusque-là. Il est venu vous demander de diffuser votre veille légale et réglementaire qui inclut la veille handicap en interne. Si vous avez des salariés, donc vous devez démontrer le jour de l'audit que vous avez diffusé ou partagé cette veille. Attention, ce n'était pas existant ça. Voilà. Donc, cette logique qui peut devenir, encore une fois, non seulement vertueuse, mais aussi agréable parce que vous allez en tirer des bénéfices, il faut l'avoir tout au long de la vie de votre certification et de votre organisme. Je ne vais pas plus loin là-dessus. Encore une fois, le webinaire est très détaillé. N'hésitez pas à aller le visionner. Là, oui, j'avais mis un exemple de plan d'action. Hein, voilà, dans un plan d'action, c'est un exemple. On met effectivement le titre du contenu, la source de ce contenu, la date à laquelle ce contenu est sorti, où je l'ai trouvé, à quelle catégorie de veille il est associé, pour qu'on sache si c'est dans l'indicateur 23, 24 ou 25, quelle action j'ai menée, à quelle date j'ai mené cette action, ou je m'apprête à mener cette action. Et donc, si j'ai une preuve associée à ça, par exemple la modification concrète de mon support, ben, je vais aussi penser à la montrer. C'est un peu comme ça qu'il faut organiser les choses, un tableau ou autre encore une fois, mais c'est vrai que le tableau est simple. En résumé, qu'est-ce que je vous propose de retenir de tout ce qu'on s'est dit? Déjà, on n'attend pas le coup près, la date du renouvellement pour s'y préparer, parce que forcément, j'enfonce une porte ouverte, ce sera dans l'urgence et ce sera forcément source d'erreurs, d'oubli, etc. Donc la préparation, elle sera d'autant plus efficace et source de progrès, donc pas bête et méchante, si elle débute après l'audit de surveillance. Et si ce n'est pas le cas et vous ne l'avez pas fait, ben, quand même, faites-le dès à présent. Avec des échantillonnages réguliers, ça veut dire, sans parler d'audit interne en bonne et due forme, prenez de temps en temps quelques-uns de vos dossiers et regardez si vous avez bien respecté ce que vous aviez défini comme étant vos process. Relisez vos rapports d'audit. Souvent, je suis étonnée parce que les personnes ne pensent pas à se référer au rapport de l'audit précédent ou aux 2 derniers rapports, puisque l'audit de renouvellement, finalement, ressemble un peu à un audit initial. L'auditeur, normalement, s'il a bien fait son travail, a dû noter quel document de preuve, quelle logique il a utilisé pour dire que vous aviez respecté l'indicateur X ou Y. Donc, en lisant vos rapports d'audit, ça va vous permettre de vous réorganiser et de vous dire, OK, avant je faisais ça, est-ce que c'est toujours le même document pour moi? Est-ce que j'en utilise un autre aujourd'hui, il a été revu, quand est-ce que c'était, etc. Ah, ça, je ne le fais plus. Ah, zut. Donc, est-ce que c'est depuis longtemps? Est-ce que c'est pas depuis longtemps? Voilà, ça va vous permettre de vous interroger. Si vous avez effectivement des changements qui sont intervenus, vous allez lister les changements, on se l'est dit tout à l'heure, et mesurer leur impact. Est-ce que j'ai pris en considération ces changements dans mes process actuels ou est-ce que ça a été un petit peu oublié? S'il y a eu des impacts de modifications réglementaires, donc l'arrêté du 31 mai, le guide de lecture V8, V9, les modifications autour du CPF, du bilan de compétences, de la VAE, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur mon organisme et sur ma réponse aux indicateurs? Voilà. Donc là, la veille légale et réglementaire, elle a été ultra importante parce que si vous êtes passé à côté de ces éléments-là, bon, il va être temps de s'y intéresser. Est-ce que j'ai une preuve tangible pour chaque indicateur? Si à un moment donné, vous ne voyez pas quoi mettre en face d'un indicateur, il y a un souci. Ça ne peut pas être simplement votre parole, quand bien même vous êtes de bonne foi. L'auditeur ne peut pas le prendre comme preuve, quand bien même il serait très gentil. Il faut forcément qu'il note une preuve tangible en face de l'indicateur. Donc, si vous n'avez pas de preuve, entre guillemets, tangible écrite, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives par rapport à ça, pas de panique, mais faites-le dès à présent.
Si vous avez remarqué des trous dans votre raquette, bah, vous allez le noter. Vous allez le noter en dysfonctionnement dans le cadre de votre tableau de suivi des aléas dysfonctionnement, etc. Vous allez, entre guillemets, faire amende honorable et dire, OK, bah là, on s'est raté. Sur notre process, on a oublié de faire ça à ce moment-là. On le fait à nouveau maintenant, mais là, sur la période, ben non, c'est dysfonctionnel. Et je vais mettre en face l'action de correction et pourquoi pas une action préventive si effectivement ce truc-là, ben c'est parce que j'aurais pu faire quelque chose pour me le rappeler, par exemple. On reboucle là-dessus, on simplifie ses process parce que comme ça, on va éviter de s'épuiser, on va éviter d'épuiser ses équipes au maximum. Donc, on repense nos process pour être dans une démarche saine, efficace, optimale. Ça n'enlèvera rien aux obligations, mais ce sera plus facile d'y répondre. Et surtout, je finis là-dessus parce que c'est un petit peu mon dada. Si j'ai pu, et en toute modestie, vous aider un minimum à changer votre regard sur Calliope, ben, j'aurais réussi ma semaine, voire mon mois, voire mon année, parce que je crois sincèrement que ça peut être un outil de progrès, pourvu qu'effectivement, on ait simplifié, repensé ces process et qu'on le voit comme cette boucle vertueuse. Donc voilà, si ma pierre à l'édifice et ma conclusion serait celle-ci. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à répondre ou pas? Merci à vous, en tout cas. Hein, je vois des merci, j'y réponds. Merci beaucoup de m'avoir écouté si attentivement. Et je ne sais pas si j'ai oublié de répondre à des questions. Est-ce que vous avez pu regarder, Stéphane, Yves, Pascal? Non, l'ensemble des questions ont été traitées quasiment. Bon, bah écoutez, c'est parfait alors. Moi, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de sujets à dire qu'il va falloir que nous puissions approfondir. Hein, donc, même si, eh bien, peut-être que si les participants veulent nous dire dans le chat les sujets qu'ils voudraient voir abordés, ça peut être intéressant aussi, qu'on pourra éventuellement creuser dans le cadre d'autres webinaires à venir. C'est bien, vous annoncez mon propos, Alexa, donc c'est pas la peine que je dise les choses, donc c'est très bien. Non, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, extrêmement important. Le sujet est vaste, et puis j'allais dire avec tout l'optimisme qui peut me caractériser, et en espérant que ces démarches qualité puissent continuer dans le temps et ne puissent pas avorter d'une manière prématurée très prochainement. Alors, il y a une demande sur la nouveauté concernant les sous-traitants. On pourrait effectivement faire un webinaire là-dessus, sur la partie sous-traitance en particulier et les nouveautés, notamment vis-à-vis du CPF. Amélioration continue par l'échange de pratiques. Communauté Calliope, oui. Alors, ça, c'est une très belle idée, mais complexe à mettre en œuvre. Mais pourquoi pas? Je m'excuse Alexa, juste une remarque. J'ai mis dans l'onglet questions, donc pour tout le monde, en bas de l'écran, en bas à droite, vous avez un petit bouton questions. Si vous cliquez dessus, je vous ai mis le lien qui pointe vers le questionnaire de satisfaction, que vous puissiez nous faire un retour sur ce webinaire. Nous donc, aussi, on s'améliore. Avant de vous déconnecter, je vous remercie d'avance de vos réponses. Ah, et je vois une question de Stéphanie. Est-ce problématique quand on a diffusé uniquement la veille aux personnes référentes au sujet et non à l'ensemble du personnel qui n'est pas forcément concerné? Si effectivement vous l'avez diffusé, par exemple, parlons d'une veille CPF, je prends cet exemple, aux personnes qui sont concernées par l'activité CPF et pas à tous ceux qui ne le sont pas, non. Par contre, si on parle du guide de lecture, ben forcément, le guide de lecture, vous allez le diffuser à tout le monde. Il y aura toujours des exemples pour l'une ou pour l'autre des situations. Donc, dans les 1 an ou 1 an et demi qui vous séparent de l'audit suivant, vous allez trouver des cas de diffusion de votre veille réglementaire à l'ensemble. Et c'est OK d'avoir parfois des exceptions à la règle.
Il y a une question importante, et on avait évoqué cette dimension-là lors de la préparation de la rencontre, c'est le fait que on ait des équipes qui ne soient pas stables. Donc, il est évoqué, je ne sais plus qui a posé la question parce qu'on a plein de messages sur le fait que entre le premier acte de certification et l'audit de renouvellement, on a des changements d'équipe. Est-ce que l'auditeur tient compte finalement du changement d'équipe et de ce perpétuel mouvement? Et oui, l'auditeur, bien sûr, en tient compte et donc va axer sa vigilance aussi là-dessus, en fait. Si vous avez des nouveaux intervenants, il va aller peut-être même échantillonner d'abord les dossiers de ces nouveaux intervenants et vérifier que vous avez bien utilisé un process de recrutement adapté, de définition des compétences attendues, de vérification de leurs compétences, etc. Oui, l'auditeur, il va tenir compte de tout ce qui a changé. C'est vraiment ce qu'on disait en introduction. Il va vous demander tout ce qui a changé sur la période parce que c'est pour lui des points de vigilance. Après, ça lui permet aussi de tenir compte des évolutions d'activité. Si vous avez eu une année assez difficile et que vous avez fait beaucoup moins de formations, il va bien sûr en tenir compte puisque l'échantillonnage va être réduit et il va peut-être se concentrer sur telle ou telle action plutôt que sur un panel plus large. C'est l'appréciation humaine et il y a encore un petit peu d'humain quand même derrière ces exigences réglementaires. Voilà, donc toujours en objectivité, mais oui, il en tiendra compte. Donc n'hésitez pas à lui raconter précisément tout ce qui a changé pour vous. Une question importante aussi, mais c'est une question récurrente et qui était une question posée déjà dans le cadre de TADOC, hein, c'est la question des sous-traitants. Doivent-ils être organismes de formation en tant que tels? Doivent-ils être, si on étend la question, en conformité par rapport au référentiel qualité? Vous l'avez indiqué tout à l'heure, je pense que ça doit faire l'objet d'une rencontre. Hein. La question de la sous-traitance est extrêmement importante. Quid? Alors, les sous-traitants doivent avoir leur numéro de déclaration d'activité? Oui. Est-ce qu'ils doivent être certifiés Calliope? De base, non. Sauf, et effectivement, ça fera l'objet d'un webinaire à venir si vous le souhaitez, sauf dans le cadre de formation dispensée, financée par le CPF. Et là, on rentre dans des détails plus complexes en fonction de leur statut, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont micro-entrepreneurs ou non, est-ce qu'ils dépassent tel ou tel chiffre d'affaires ou pas, et est-ce qu'ils dispensent toute l'action ou simplement un bout de l'action. Enfin, ça fait beaucoup de critères. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails aujourd'hui. De base, un sous-traitant doit avoir un numéro de déclaration d'activité à partir du moment où il forme. Il doit être déclaré auprès de l'adresse, enfin de la préfecture de région en tant que formateur. Ça, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le formateur vacataire doit avoir un statut d'organisme de formation? Alors, on va distinguer le formateur qui est en contrat avec la structure. Là, c'est la structure. S'il est salarié de la structure, c'est la structure qui doit avoir le numéro de déclaration d'activité. Tous les cas qui sont considérés comme sous-traitance nécessitent un NDA du sous-traitant. Voilà. Donc, tout dépend de la facturation qu'il y a entre eux. Si c'est un contrat de travail, pas besoin de NDA, c'est la structure qui le porte. Si c'est une sous-traitance, une facturation comme ça, alors oui, il doit avoir son propre NDA. Maintenant, il y a un cas alternatif aussi, c'est si c'est un expert qui intervient peut-être plus ponctuellement pour vous et que vous avez un formateur de votre structure qui est là à côté, alors ça peut être un cas de dispense. Mais je ne vais pas rentrer dans le sujet. Pourquoi? Parce que c'est très, très sensible et que je ne voudrais pas vous induire en erreur. Voilà. Oui, NDA également pour les experts comptables et les avocats, si ce sont les formateurs principaux et uniques et qui interviennent en sous-traitance. Oui. Si c'est simplement des experts qui viennent, encore une fois, à côté de votre formateur principal, alors non. Et même, ce n'est pas une question de nombre d'heures dans l'année, non.
Voilà. Donc, si effectivement la personne elle vient 4 heures dans l'année, ben, il faut vous arranger pour être présent le jour de son intervention. Voilà. Bon, je pense qu'on est arrivé peut-être au bout du sujet, puisque je ne vois plus de questions défiler. C'est OK pour tout le monde? Un grand merci. Merci de votre attention et puis merci de m'avoir invité. Et puis un bel après-midi à tous et au plaisir de vous retrouver. Au plaisir. Et puis je pense qu'il y a des thèmes qui ont émergé aujourd'hui, donc il faut qu'on continue notre travail et qu'on continue la collaboration qu'on a avec Alexa Rousseau, qui est toujours parfaite dans son propos. Oh, parfaite, loin de là, mais merci quand même. À très bientôt à tous et au revoir.